Messieurs, je vous salue et vous remercie d'avoir pris la peine de venir m'entendre. On m'a remis une série de feuilles sur lesquelles il y a des questions auxquelles on m'invite à répondre. Alors la première est celle qui concerne ma famille et mon enfance. Je ne veux pas être trop narcissique, mais je vais vous dire des choses très simples. Je suis né dans une famille nombreuse, de 6 enfants, juste après la guerre. Et c'est une famille dans laquelle tout le monde, de père en fils, est avocat. Le premier des avocats Charrière, Léonard, était né en 1624, c'est-à-dire il y a 400 ans exactement, 2 ans après Molière. Et c'est une lignée de 11 avocats qui se sont succédés, dont mon fils Benoît est le 11e, en attendant que sa fille Ariane soit la 12e. Et ce lignage a commencé dans la Creuse, à Aubusson, où Léonard était avocat au Parlement de Paris, mais il allait jusque-là. Et puis, mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, qui était avocat et qui est devenu magistrat pour raison de santé, comme je dis avec un humour un peu acide, a été le père de mon grand-père, Henri, que j'ai bien connu, avocat à Limoges, comme mon père, Guy, à Limoges aussi, grands avocats tous les deux, car ça n'est pas la taille du barreau qui fait le grand avocat, c'était de remarquables avocats. Et j'ai été destiné à cette profession puisque j'ai été photographié à 2 ans et demi avec une robe et une toque faites sur mesure, ce qui fait que je ne pouvais pas échapper à mon destin. Mais j'ai quand même été attiré par les lettres. Et quand j'étais tout jeune, à l'étude surveillée, je m'ennuyais, mais j'étais là parce que mon père voulait que je fusse très très vite en capacité de devenir avocat. Et donc, je m'ennuyais et je lisais indéfiniment les textes de français qui le soir revenaient mal dans ma mémoire, alors je les apprenais par cœur le lendemain. Et j'ai comme ça appris des milliers de vers pour le seul plaisir de les retenir. Vous savez, l'étude surveillée, ça n'est pas drôle. Bien que le collège où j'ai été élevé était un très beau collège à Limoges, mais je pense toujours à la phrase de Bernanos parlant de son collège d'Air sur la Lys, où il évoque les préaux funèbres, les réfectoires à la laine aigre, et l'interminable étude où une petite âme harassée ne peut partager avec Dieu que l'ennui. C'est un peu mon enfance, voilà. Bien que je sois très bien entendu avec mes frères et sœurs, qui heureusement sont toujours tous en vie. Voilà pour mon enfance et ma famille. Maintenant mes études. J'ai été élève, bachelier, je suis ensuite allé en Hippocagne, ce qui a beaucoup agacé mon père parce que je retardais les études de droit, mais son ami Maurice Faure l'a convaincu qu'il faisait faire la même chose à son fils Patrick, alors mon père a été tout à fait rassuré, et j'ai donc fait Hippocagne, et puis première année de droit avec mon père comme professeur, ce qui était très mal commode, à Limoges, dans une école de droit, c'était même pas une faculté encore, et je lui avais dit ne me demande jamais de lire un article, sinon je le ferai avec la voix des moines bénédictins. Mais bon, il avait cru que je plaisantais. Et il m'a demandé de lire un article du Code civil pendant qu'il était sur sa chaire. Et j'ai dit « On fait de meubles la possession vos titres ». Alors tout le monde a hurlé de rire. Et mon père a eu cette réplique « Monsieur Charrière, je savais par vos parents que vous êtes un peu demeuré. » Et donc cette relation qui était à la fois affectueuse et ironique fait que je ne pouvais pas rester dans son ombre toute ma vie, donc je suis venu à Paris faire mes études de droit et en même temps des études de lettres à la Sorbonne, licence et maîtrise de lettres classiques. Voilà. Et j'ai donc commencé par enseigner le français, 3 ans en région parisienne, 2 ans comme coopérant au Maroc, puisqu'à l'époque le service militaire n'était pas forcément un service sous l'uniforme. Et j'ai donc vécu ces 2 années dans un pays extraordinaire qui m'a rendu maghrébophile, car les gens y sont d'une simplicité et d'un accueil admirable. D'abord, ils ont une relation très modeste avec le temps et avec l'espace. Ils n'ont pas de prétention. Le temps domine et l'espace, on le parcourt, soit à pied, soit avec un bourricot. Je vous parle d'il y a 54 ans. Et c'était très impressionnant de voir aussi le respect qu'ils avaient pour l'autre, le respect de leurs semblables, le respect de la jeune fille, le respect du Shibani, le vieillard, et le
qualité d'hospitalité extraordinaire qui fait que qui se présentait à la porte sans compte connu était aussitôt accueilli, le Defalla, l'invité de Dieu. Bref, ça a été une ouverture extrêmement importante pour le petit Limousin que j'étais. Non pas que le Limousin soit refermé totalement sur lui-même, mais je découvrais un autre univers, une autre dimension de l'humanité qui était tout à fait passionnante et que je n'ai jamais perdu de vue. Alors je suis venu à Paris, j'ai été avocat, j'ai prêté serment en 1973, ça fait donc 51 ans, je suis à la moitié de mon parcours. Et j'ai été collaborateur chez Roland Dumas. Roland Dumas était un avocat connu, prestigieux, né à Limoges lui-même, ce qui a fait que je m'étais rapproché de lui. Et Roland Dumas avait un cabinet de très peu de collaborateurs. Il avait surtout des clients immenses. Picasso, Giacometti, ou des écrivains comme Jean Genet, etc. Enfin, je ne vais pas les énumérer tous. Roland Dumas nous a quittés à 102 ans presque, il y a quelques semaines, quelques mois. Et il a été un maître de stage tout à fait important, que j'ai admiré, et qui m'a permis de découvrir par le haut la profession d'avocat, puisque les dossiers qu'il avait étaient tout à fait intéressants. Il y avait aussi des dossiers plus modestes, mais moi je ne m'intéressais qu'aux dossiers modestes. Je n'avais pas de raison de lui faire de concurrence ou de venir avoir une sorte d'émulation avec lui dans ses immenses dossiers et ses immenses clients. Mais c'était intéressant et si je commençais à raconter des anecdotes, nous n'en finirions pas parce que c'était toujours formidable. Je me rappelle que Jean Genet, l'écrivain, auteur des Paravents, lui avait dit un mot un jour extraordinaire à propos de la jeune compagne de Roland Dumas à l'époque, qui était devenue avocate grâce à son charisme à lui. Jean Genet, qui était tombé amoureux de Dumas, lequel était très séducteur, lui avait dit « Ah, Roland, tu as accompli le rêve de tous les homosexuels, tu as fait de ta maîtresse un maître ». Ce qui était tout à fait extraordinaire, puisque toute une série d'anecdotes de ce genre, je pourrais vous en raconter beaucoup, était très intéressante pour le jeune avocat que j'étais, et qui assistait aux audiences, et notamment celle du Canard enchaîné, puisque Dumas était l'avocat du Canard enchaîné, notamment. Alors, je reprends la liste des sujets, parce que là, j'ai été trop bavard sur moi-même, mais il y a une phrase qui est dite sur une de ces feuilles blanches, « Les valeurs, les convictions ». Alors, est-ce que vous parlez à l'avocat, est-ce que vous parlez à l'homme, au citoyen? Mes valeurs sont les mêmes que les vôtres. Je suis très passionné par ce qui est beau, par ce qui est humain, par les relations avec les autres, et bien sûr par la justice. Vous savez, il y a les grandes valeurs qui sont le vrai, le beau, le bien, le juste. Il n'y a pas de ministère du bien, un ministère des Affaires sociales. Il n'y a pas de ministère du vrai. Dans les pires moments, il y a un secrétariat d'État à l'information. Il n'y a pas de ministère du beau, un ministère des Affaires culturelles. Mais il y a un ministère de la justice. C'est dire à quel point la notion de justice est inscrite dans le cœur des hommes comme une ambition fondamentale. Ce qui fait dire d'ailleurs au curé de Torcy, quand il parle au curé de campagne dans le journal écrit par Bernanos, « Méfie-toi de l'injustice. Surtout, ne t'imagine pas que tu la feras reculer en la regardant droit dans les yeux comme un dompteur. Tu n'échapperas pas à sa fascination et à son vertige. Surtout, ne la regarde que juste ce qu'il faut et ne la regarde jamais sans prier. » Et je crois que cette obsession de la justice résume à elle seule l'attachement aux valeurs qui découlent d'elle. Le beau, parce que ce qui est juste, c'est beau. Le vrai, parce qu'il n'y a pas de vérité dans la justice, et que la justice est faite pour approcher du plus près possible le vrai. Et je disais le beau parce que on ne peut être efficace quand on sert la justice comme avocat
que parce qu'on respecte bien sûr ce qui est vrai, on essaie de le promouvoir, même si ce qui est vrai, c'est la personnalité d'un homme criminel ou d'un délinquant détestable. Mais pour faire passer la vérité de l'autre qu'on a en charge, il faut aussi cultiver le beau. Et vous savez qu'il y avait eu des débats sur la rhétorique, c'est-à-dire sur cette façon qu'avaient les sophistes de tromper, d'égarer les consciences en essayant de les séduire. Et Sénèque a expliqué que l'art de la rhétorique, de l'éloquence, c'est cultiver le beau pour exprimer le vrai. Et c'est là que réside la passion que doit avoir chaque avocat, et qui est aussi la mienne, de faire triompher le juste à travers le langage le plus choisi possible, non pas le plus affecté, mais le plus profond et le plus audible. Alors, autre sujet qui m'est posé, parler de la vocation, je l'ai dit, le droit. Le droit, c'est quelque chose de compliqué à définir. En réalité, il y a le droit dont on rêve, qui est en fait l'ensemble des règles, des postures, des désirs que la vie peut satisfaire et qui fait que l'on dit « j'ai droit à cela, j'y ai droit ». Le droit, c'est autre chose. Le droit, c'est la conscience collective qui, à un moment donné, édicte comme loi s'imposant à tous quelque chose qui lui paraît le plus juste et le plus exact dans la société donnée à un moment donné. Mais le droit est contingent, il est variable. La conscience collective évolue plus vite que lui, si bien que quelquefois le droit est totalement dépassé. Le droit incarné dans une loi. Et j'en prends un exemple très simple. Le droit n'est pas un absolu, il est variable. Des magistrats, aujourd'hui à la retraite, ont dans leur jeunesse été amenés, parce que c'était la loi, à condamner des femmes délinquantes parce qu'elles étaient fait avorter. Au soir de leur carrière, les mêmes magistrats ont été amenés à condamner des hommes et des femmes délinquants parce qu'ils avaient tenté d'empêcher les femmes d'exercer leur droit à avorter. Variation du droit à 180 degrés en l'espace d'une vie. Parce que la conscience collective évolue. Et donc le droit n'est jamais un absolu. Il est la règle sur laquelle il n'y a plus d'ordre dans la société. L'ordre du droit est fait pour parer au désordre des forces, mais il n'est pas un absolu, et il ne faut jamais ériger la loi comme une sorte de totem définitivement acquis pour les siècles des siècles. En revanche, puisqu'on parle du droit, il y a les droits de la personne humaine, qui, eux, sont beaucoup plus permanents. Même s'ils sont contestés dans une partie du monde aujourd'hui, les droits de la personne humaine sont fondamentaux. Ils sont nés au fil des siècles, d'abord au temps où l'Angleterre parlait encore le français, avec la Magna Carta de 1215, et avec l'habeas corpus, c'est du latin, qu'au moins chacun possède son corps, c'est ça que ça veut dire. Mais surtout, ils ont pris un essor grâce à la Révolution française, le siècle des Lumières, qui a abouti en 1789 à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été reprise ensuite par les Américains lorsque Benjamin Franklin est allé aux États-Unis avec la traduction de la Déclaration française, et qui a progressé puisqu'il y a eu ensuite la Déclaration universelle, d'après la Deuxième Guerre mondiale, universelle et non pas internationale, c'est René Cassin que l'on doit le mot universel, et puis la Déclaration des droits de la personne humaine dans l'Europe après la constitution du Conseil de l'Europe du 4 novembre 50. Et ces droits de la personne humaine sont indiscutables, qui reposent sur la liberté, l'égalité, et l'égalité, c'est une notion qui s'approfondit avec le temps, et qui est non seulement l'égalité entre les hommes, mais l'égalité entre les hommes et les femmes. Le respect, bien entendu,
du corps de la personne humaine, qu'on ne doit ni asservir, ni mutiler, ni obliger à toutes les formes de lacération, de mutilation, et la relation de la personne humaine avec l'absolu. Personne n'est en mesure de dire ce qu'est l'absolu, qui est Dieu, d'où il nous parle, s'il existe. Mais chacun a le droit d'avoir sa conception du religieux, de Dieu, ou de l'absence de Dieu, sans l'imposer à quiconque, et en étant totalement libre de sa propre pensée, ce qui est une notion fondamentale. C'est d'ailleurs ce qui est inscrit dans la laïcité telle qu'elle résulte de la loi 1905. Donc voilà pour ces premières réflexions que je fais, qui sont déjà un peu longues, mais j'en viens au texte où il me parlait des modèles et des inspirateurs. Alors les modèles, j'en ai beaucoup. J'ai d'abord, comme je vous l'ai dit, mon père et mon grand-père, ma mère, qui était une grande dame. J'ai des professeurs qui ont été des professeurs remarquables. J'ai été élevé dans un collège qui était tenu par des pères de la congrégation des pères de Bétharram. Et l'un d'eux, que j'ai toujours considéré comme un père spirituel, le père Georges Forçant, était un professeur de français remarquable et le directeur du collège. Et cet homme avait une culture magnifique, une voix d'orateur magnifique, sans effet, et beaucoup de profondeur, d'esprit. Et il a joué un rôle dans mon éducation tout à fait importante, m'a honoré de son amitié. Un jour, il m'avait surpris à l'étude qu'il surveillait en train d'écrire des vers. Il m'avait dit « montre-moi ça ». Alors, timidement, je lui ai montré mon quatrain. Ça, c'est bien. Non, là, il y a une erreur de prosodie. Et le lendemain, dans la classe, il a écrit mon poème sur le tableau, sans dire que c'était de moi, pour le commenter en montrant en quoi un vers était bon et l'autre non. Et puis, il m'a dit, si tu écris d'autres vers, viens me les lire. C'était tout sauf un prêtre pédophile, je vous rassure tout de suite. Et j'allais le voir dans son bureau avec mes vers, et il me lisait les siens. Et cette amitié élève-professeur, dans le culte de la littérature et de la prose et des vers, est quelque chose qui évidemment m'a formé. Alors, d'autres modèles, bon, j'en ai eu beaucoup, et surtout parmi mes confrères du barreau de Paris, j'ai connu des avocats remarquables, comme le bâtonnier Bondou, qui était un homme exceptionnel, le bâtonnier Lasserre, qui est mon bâtonnier de prestation de serment et de conférence du stage, qui était un homme d'une grande qualité et d'une très grande bonté. Je disais toujours que c'est la bonté qui lui tenait lieu de caractère. Et je l'ai toujours vu de cette manière avec ses confrères extrêmement ouverts et jamais sévères ni méprisants. Bon, alors je peux en citer beaucoup d'autres, mais c'est important d'avoir en effet de grandes références. Et puis alors, il y a les modèles aussi que l'on tient de l'histoire, qu'on n'a pas connus, mais qu'on fréquente toujours par leurs écrits. Je vais citer d'abord Victor Hugo, qui est un homme formidable. Victor Hugo qui disait, et c'est très remarquable dans la lignée des droits de l'homme, « Ô insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Sur le plan de la fraternité, on peut difficilement mieux dire. Et c'est un vers dont la pensée était enrichie par Christiane Taubira, qui dans son livre « Nous habitons la Terre », pour ne pas laisser l'autre être réduit à moi, dit cet autre qui est d'abord lui-même et qui est un autre moi-même, ce qui est encore plus riche comme formulation. Et donc Victor Hugo comme modèle, bien sûr, et puis à travers la littérature, je ne vais pas vous dire tous les personnages que j'ai aimés, mais pour l'écriture, quelqu'un comme Racine, ou quelqu'un comme Alain Fournier, et quelqu'un comme Bernanos, sur qui j'ai fait mon mémoire de maîtrise de lettres classiques à la fin de mon année de maîtrise. Et j'ai eu l'occasion depuis de faire des conférences sur l'œuvre de Bernanos, qui ont été pour moi des moments importants parce que c'est une grande pensée
Bernanos, c'est quelqu'un qui a extraordinairement le sens de l'humain, en même temps qu'il est croyant. Et si vous regardez d'ailleurs le XXe siècle, qui a été un siècle marqué par les guerres mondiales, par les génocides, l'Arménie, la Shoah, il y a deux personnages français qui surplombent ce siècle et qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Jean-Paul Sartre, qui fait dire dans Huis clos à un de ses personnages « L'enfer, c'est les autres ». Et Bernanos, qui fait s'exprimer le curé de campagne auprès de la comtesse en disant « L'enfer, madame, c'est de ne plus aimer ». Et ce sont des phrases très importantes, elles sont simples, elles se choquent totalement, mais celle, évidemment, qui marque le plus, c'est celle du curé de campagne, « L'enfer, madame, c'est de ne plus aimer ». Et c'est ce que nous avons, au fond, à cultiver toujours, et c'est ce qui fait des modèles de personnages, hommes, femmes, qui sont capables de se mettre au service des autres et de les aimer. Et je cite parmi les personnages contemporains, Gisèle Halimi, qui a été une très grande dame, et qui a été à 20 ans avocate, tunisienne, juive. Elle s'est préoccupée des indépendantistes à l'époque, qu'elle a défendu contre le gouvernement français du protectorat. Elle a été emprisonnée, et elle a été une femme libre et au service des autres toujours, comme elle l'a été dans l'affaire de Bobigny, que vous connaissez comme moi, puisque c'était la fin de la législation sur l'avortement. Alors, je continue, la justice. J'en ai parlé déjà pour dire que ce que nous attendons de la justice, c'est quelque chose qui soit vrai et qui soit totalement fait sur le respect de principes, de droits, qui ne heurtent pas la conscience de ceux pour qui nous plaidons et la nôtre comme avocats. Et il y a donc un problème, il y a multitude de problèmes avec la justice française. Je vais en citer deux. Le premier, c'est que nous sommes dans un système où les juristes qui s'occupent de la défense et les juristes qui sont chargés de rendre les jugements sont dans des cultures très souvent opposées. Il y a d'un côté la profession libérale d'avocat. C'est une profession de risque, mais c'est une profession où on est libre. Et puis il y a la profession de juge qui est l'aboutissement d'une école, l'école nationale de la magistrature, où on a, comme toutes les écoles nationales françaises, Polytechnique, l'ENA, quelque chose qui vous forge avec l'enclume de l'État. Et la plupart des juges sont des gens extrêmement consciencieux et désireux de bien faire, et je leur rends hommage. Mais quelques-uns d'entre eux sont quelquefois extrêmement réticents à l'égard de l'avocat, ont un peu de mépris. Qu'est-ce que c'est que ce bavard qui vient nous gêner à nous raconter des histoires, et puis qui fait ça pour de l'argent? Et c'est une séparation très artificielle. Je me rappelle qu'un jour, j'avais comme ça rappelé à un premier avocat général de la Cour des comptes, qui, parlant d'un avocat, avait dit « cet avocat, c'est son fonds de commerce ». Et je lui ai dit « voyez-vous, monsieur le premier avocat général, l'avocat a une relation très modeste avec l'argent. Il n'en demande qu'à la personne à qui il peut être utile, qu'il lui donne, le lui discute ou le lui refuse. C'est dans la main de celui qu'il conduit vers son juge que l'avocat mange son pain. C'est une relation faite d'humilité. Et je ne puis supporter qu'elle soit méprisée par quelqu'un comme vous, qui êtes payé au mois le mois de manière stable et continue par un État anonyme, c'est-à-dire par des centaines de milliers de gens à qui vous ne rendrez jamais le moindre service. » C'était un peu rude, mais il s'était excusé 3 fois. Et je ne lui en veux pas, mais je veux dire, il y a cette espèce de différence de mentalité qui ne se fonde sur rien. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le système du Québec, où on ne peut être juge que si on a d'abord été pendant 10 ans un avocat parmi les meilleurs. Il n'y a pas d'école spéciale. Avocat d'abord,
juge ensuite si on a été très bon comme avocat. Et il n'y a pas de guerre civile. Et lorsque on a fêté, il y a quelques années à Montréal, les 60 ans de barreau de Maître Daveluy, qui avait fait un discours extrêmement drôle avec la tête de Woody Allen, l'humour de Woody Allen, j'ai vu descendre des rangs des magistrats, des juges de la Cour supérieure, qui sont venus l'embrasser parce qu'ils avaient été autrefois ses collaborateurs. Et ça change tout. Et donc nous avons besoin de recréer en France une proximité entre juges et avocats qui fasse qu'il n'y ait pas cette espèce de réticence de certains magistrats, pas de tous, mais qui est très déplaisante et à laquelle les jeunes ont du mal à résister. Et puis la deuxième chose, ce qui manque en France, chez les juges, c'est le culte de la présomption d'innocence. Il y a actuellement un abus des détentions provisoires qui font que la personne est en train de purger une peine alors même qu'elle n'a pas été jugée ni déclarée coupable. Ce qui, je repense au Canada, n'existe pas au Canada. Il y a des détentions provisoires. Mais dès que quelqu'un est en détention provisoire, l'obsession c'est de le juger vite. Et un jour où j'étais dans Montréal avec mon ami Claudette Picard et on voyait un bâtiment moderne formidable, je lui ai dit c'est formidable, c'est un hôtel nouveau. Elle me dit pas du tout. C'est le bâtiment pour les détenus provisoires. Je dis ah bon? Et oui, ça ressemble à un hôtel parce que c'est tellement une atteinte à la présomption d'innocence que l'on a voulu faire en sorte que le détenu provisoire puisse avoir une vie normale, recevoir sa famille, travailler s'il le faut. Et s'il est condamné à la fin, le temps qu'il a passé en détention provisoire compte double dans le calcul de la peine. Belle leçon de la part de nos amis qui sont francophones comme nous et qui ont gardé, eux, ou cultivé une sorte de distance par rapport à la suprématie du pouvoir judiciaire qui est tout à fait honorable et dont on devrait s'inspirer. Bon, je pourrais parler encore longtemps, mais je ne veux pas abuser, et je voudrais continuer à suivre sans trahir. Voilà, alors, sur la profession d'avocat, puisqu'on me pose des questions. La profession d'avocat, elle est magnifique puisque, par définition, l'avocat, c'est celui qui parle au nom de l'autre et qui fait passer une vérité. Le métier est souvent discrédité parce qu'on s'imagine que l'avocat est en fait un imposteur. Il soutient un mensonge pour essayer de faire gagner son client. Or, c'est une pensée injurieuse. Le premier, en matière pénale, le premier juge d'instruction d'un client qui est prévenu, c'est l'avocat. L'avocat cherche à savoir ce qui s'est vraiment passé, à obtenir de son client qu'il dise des choses exactes et non pas alimenter des fantasmes ou des mensonges comme si ces mensonges pouvaient lui rendre service. Et surtout, l'avocat ne peut pas accepter, à un moment donné, de soutenir une position qui serait celle d'un mensonge faisant porter le poids de l'injustice sur l'autre. Ça n'est pas le métier d'avocat. Le métier d'avocat, c'est de faire triompher la vérité de son client. Nous ne sommes pas, de ce point de vue-là, objectifs, c'est au juge de chercher où est la position la plus juste. Et nous avons à transmettre quelque chose. Et nous le faisons avec une grande conscience qui fait que on ne peut pas accepter, comme on le voit aujourd'hui, des avocats qui, devant les caméras de télévision ou les micros, se mettent à parler non seulement de leurs clients, ce qui est limite au plan du secret, mais à diffamer ou injurier la partie adverse qui, elle, n'est pas là pour se défendre. Or, nous ne pouvons pas prétendre avoir plus de droits pour nos clients que nous n'en reconnaissons à celui d'en face. En d'autres termes, ce déballage par des avocats devant les caméras
et les micros, de propos injurieux, tout ça pour se faire voir, est quelque chose d'inacceptable. Et je voudrais que mes confrères qui m'entendront se le mettent dans l'esprit. Et médite la formule d'un de mes confrères qui était mort avant que je ne fusse avocat, Stéphane Eke, ancien premier secrétaire de la conférence lui aussi, qui distinguait 3 sortes d'avocats. Les avocats à la cour, les avocats de cour, les avocats sur cour. Eh bien, il faut être avocat à la cour et pas avocat sur cour. Et j'insiste parce que les tendances d'aujourd'hui, il faut que beaucoup d'avocats soient davantage sur les réseaux sociaux que devant les tribunaux ou les chambres de justice ou dans des réunions où on négocie un rachat de société ou autre chose. Il y a quelque chose de différent entre le métier et le métier d'acteur. D'autant que si l'on se plaît parfois, comme ça m'est arrivé, comme ça m'arrive encore, à être acteur dans une pièce de théâtre, d'avocat, acteurs associés, ça n'est pas la même chose. L'avocat et l'acteur ne sont pas comparables, sauf sur un point. Une capacité à pouvoir s'exprimer avec une voix audible, un comportement et une stature qui peut de temps en temps équivaloir à du charisme, mais ça n'a rien à voir. L'acteur joue un rôle qui n'est pas le sien. Il est d'autant meilleur qu'on ne le reconnaît pas. Si il se plante, comme on dit, c'est grave pour lui, pas pour la pièce qui lui survit. L'avocat, au contraire, lui, est l'auteur de son propre texte dans l'intérêt de quelqu'un, qu'il fait passer devant les juges ou pas, il y arrive ou non. Et il parle devant des juges qui en ont tellement entendu qu'ils ne sont pas toujours faciles à émouvoir. Si bien que, selon ma formule, l'avocat est sculpte dans le vent, écrit sur le sable à marée basse, et la marée qui monte efface tout. Ce qui faisait dire à Georges Izard, avocat, mort en 1973, de l'Académie française, quand il était reçu sous la coupole, il avait tenu le discours suivant. Il avait dit à tous ses nouveaux collègues de l'Académie, « Messieurs, vous êtes ici des écrivains, des savants, et des traces de votre génie survivront sous forme de livres. Mais quand l'avocat a terminé sa tâche, il ne reste rien de ses efforts. Des trésors de talent s'évanouissent chaque jour dans des salles vides où le public est l'unique, où le tribunal est l'unique auditoire. » Et c'était vrai, et c'est vrai. Nous sommes dans l'éphémère, et ce qui n'empêche pas qu'on garde des souvenirs de procès importants. Et puisque la question m'a été posée de moments importants de ma vie professionnelle, je vais vous dire très simplement qu'il y en a beaucoup, heureusement, j'ai eu de la chance. Mais il y a les grands procès comme le procès Barbie, où je défendais la mémoire d'une des victimes de Barbie, le professeur Marcel Gompel, pour qui André Frossard était venu témoigner. Gompel était mort, torturé par Barbie à la baignoire, ranimé quand il était dans le coma, quand il avait plus de 60 ans, à l'eau bouillante. Il avait été envoyé à la baraque aux Juifs de Montluc, totalement brûlé au 4e degré, accueilli par Frossard, qui était aussi à la baraque aux Juifs parce que sa grand-mère était juive, et il était mort dans les bras de Frossard, dans des souffrances atroces. Et ce procès a été l'occasion d'entendre un témoignage remarquable. Il n'était pas en rapport direct avec mon client, ou la mémoire de mon client. C'était le témoignage d'un homme qui avait été au camp de Berchtesgaden, camp d'extermination, et il y était depuis peu, sinon il serait mort. Un matin de 45, il voit, au-delà des barbelés du camp, sur les hauteurs, des hommes en armes. Il croit qu'il hallucine.
C'étaient les Alliés, qui descendent la pente et avec de grandes cisailles coupent les barbelés et entrent dans le camp sans qu'on leur oppose de résistance. Et le spectacle qu'ils voient, les cadavres, les mourants par terre, décharnés, l'odeur épouvantable, fait que les plus jeunes de ces soldats se mettent à vomir et à pleurer, pendant que les plus résistants montent dans les miradors, saignent les sentinelles, les ramènent dans le camp, et là, à ce spectacle de leurs bourreaux entourés d'hommes en armes, sortent des baraquements, les rayés, les tondus, qui peuvent encore marcher. Et le témoin dit, les Alliés devaient continuer la guerre. Ils nous disent, on va devoir vous laisser, mais on reviendra. Mais on vous laisse de la nourriture, on vous laisse des armes et on distribue les rôles. Le témoin continue en disant, aux uns, ils ont confié le rôle de distribuer les rations de nourriture. Aux autres, d'enterrer les malheureux qui allaient mourir, qui étaient au bord de la faim. Et à d'autres, ils ont laissé des armes et sont partis. Et nous nous sommes retrouvés armés en face de nos bourreaux sans armes. Notre seule pensée, notre unique obsession, a été qu'il ne tombe pas un cheveu de leur tête avant d'avoir été remis à une justice. Et nous nous sommes privés sur nos rations de nourriture pour qu'ils ne manquent de rien. Pas de commentaire, c'est tellement admirable. Et c'est révélateur de quelque chose d'essentiel. Le besoin de justice pour ceux qui ont été traités comme moins que des animaux. Dans son livre, André Frossard, Le crime contre l'humanité, stigmatise ce qu'on avait fait aux Juifs déportés en disant « criminel d'être né ». Et cette négation de l'humanité de la part des nazis et de leurs complices fait que le procès est indispensable pour que ceux qui ont été traités comme moins que des êtres humains voient dans le regard de ceux qui vont juger leurs bourreaux la restitution qui leur est faite de leur dignité humaine. Et c'est pour ça que ces procès sont essentiels. Et puis, il y a un deuxième procès qui a été très marquant, c'est le procès Papon, dans lequel, contre qui j'ai plaidé 2 fois, parce qu'il avait fait d'abord, en 82, un procès en diffamation contre une journaliste remarquable, Marie-Christine Jagnot. Lorsqu'il s'était vanté d'avoir été résistant, il était allé faire une enquête à Bordeaux, et là, personne ne sera plus Papon résistant. On se rappelait même les grands Clément qui avaient été des collaborateurs en étant résistants, et qui avaient été fusillés par résistance, mais Papon ne figurait chez aucune liste. Et donc, à ce procès, que je ne peux pas raconter maintenant, on n'a pas le temps, mais j'ai vu les témoins qui étaient venus témoigner pour Papon, et qui en fait étaient accablants pour lui, et on comprenait d'un seul coup comment, par imposture, il s'était fait passer pour un résistant, au moment où Gaston Cusin, commissaire de la République pour Bordeaux, avait cherché à avoir un directeur de cabinet, il s'était présenté comme volontaire, et depuis, cette espèce d'étiquette, il était resté. Et puis il y a eu le procès, 10 ans plus tard, aux assises de Bordeaux, tout à fait émouvant. Donc ça, ce sont des procès qui ont marqué, mais il y en a d'autres, et je ne peux pas les énumérer, mais c'est une chance pour l'avocat que d'avoir, ce qui a été mon cas, des occasions de plaider au-delà des seuls soucis matériels ou des soucis qui sont très légitimes, mais un peu contingents, un peu ordinaires, pour de grandes valeurs. Il y a plus de 40 ans, je suis entré à la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, dont j'ai présidé la commission juridique plusieurs années. J'en ai été vice-président national, président de la Fédération de Paris, et j'ai plaidé, bénévolement bien sûr, contre tout un tas de salopards qui étaient des gens haineux. Et cet engagement pour faire juger tous ceux qui, par leurs propos ou leurs attitudes, méprisent l'autre, que ce soit d'ailleurs, parce que la LICRA ne s'intéresse pas seulement à l'antisémitisme, mais au racisme, j'ai donc plaidé, notamment contre Monseigneur Lefebvre, l'évêque excommunié et dénoncé, qui avait dit que les musulmans, si on trouble des musulmans assemblés en prière, c'est pas grave, ils honorent un faux Dieu.
voyez la stupidité de cet évêque. Il avait ajouté, il faut empêcher que les musulmans aient des lieux de rassemblement et des lieux de prière, car ils finiront par enlever vos femmes et vos enfants pour les mettre dans les quartiers réservés à Casablanca. Alors la salle d'audience était pleine de prêtres en soutane, des intégristes. Pas parce qu'ils étaient en soutane, mais ils étaient en soutane et intégristes, et avec le chapelet à la main, voyant arriver à la barre cet avocat abominable que j'étais, complice des juifs sûrement, du déicide, enfin toute la bêtise qui peut se mettre dans l'esprit des intégristes. Et je les avais pris de court en disant, au moment où je me lève pour plaider contre Marcel Lefebvre, évêque excommunié, prêtre suspens ad divinis, je n'oublie pas que si je devais mourir à l'instant même, c'est encore de lui que je pourrais tenir l'absolution. Je sais qu'est-ce que c'est que ce type qui vient nous parler de la théologie et de la liturgie. Et j'avais terminé en disant, j'invite Monseigneur Lefebvre à méditer la phrase du curé de campagne, toujours le même, qui dit « Le malheur des malheurs est de comparaître un jour sans amour et sans repentir devant la face qui pardonne. » Et voilà ce que le métier d'avocat peut incarner. La défense de l'autre, dans le sens le plus noble du terme, contre ceux qui le méprisent, le foulent aux pieds et veulent le détruire. Voilà, je pense que j'en ai assez dit et que je vais atteindre la limite. Donc, si vous avez une question à me poser ou autre, je suis prêt à répondre, mais je pense que je suis allé au bout du projet.